Alors regardez cette image avec moi, François Durper. Madame Taubira, on la reconnaît parce que on voit ses couleurs presque traditionnelles. Ouais. Le président de l'Assemblée nationale est là. Bref, les personnalités attendent le président de la République qui devrait maintenant arriver à proximité du Jardin de Luxembourg dans quelques minutes, quelques instants à peine. François Durper, qu'est-ce qu'on peut attendre du discours du président de la République? Ça sera à quelques mètres de moi dans quelques minutes. De passe peut-être, je ne suis pas dans les petits papiers, je ne sais pas, mais peut-être de ne pas se contenter de parler que de l'esclavage, de dire ce que cela peut apporter à l'ensemble de la République, de penser cette histoire-là. Et en particulier, on sait, on ne va pas se cacher les faits, on est dans une période de crise. Cette crise, elle n'est pas uniquement sociétale et économique, elle est aussi une crise de notre pays, du sentiment d'être ensemble. Et donc peut-être parler à la nation pour dire, bon voilà, on n'est pas sorti des problèmes, voilà, parler de cohésion et de dire on n'est pas sorti des problèmes socio-économiques, mais en revanche, on peut peut-être s'en sortir déjà en refaisant de la cohésion, de la communauté, et c'est en commémorant ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire commémoration? Commémoration, au sens étymologique, ça veut dire se souvenir ensemble. Et bien déjà, se souvenir ensemble, c'est faire une famille et c'est être ensemble face aux difficultés. On va retrouver tout de suite Nadia Lacroix. Il semblerait qu'il se passe quelque chose du côté des grilles du Jardin de Luxembourg. Nadia. Oui, Pierre-Henri. Alors c'est du côté du boulevard Saint-Michel. Il y a eu un petit mouvement de foule, de personnes qui, on ne sait pas encore exactement pourquoi, ont soit essayé de s'immiscer dans la cérémonie ou en tout cas de manifester aux abords du Jardin du Luxembourg, de personnes qui ont été en tout cas maîtrisées par les forces de l'ordre présentes justement sur ce boulevard. Ça a donné lieu bien évidemment, vous vous en doutez, à un petit rassemblement. Donc si j'en sais un petit peu plus, je vous donnerai des informations, mais pour l'instant voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui sont rassemblées du côté du boulevard Saint-Michel. Ça a donné lieu à un autre spectacle au-delà de cette commémoration. Ça peut se commenter, Alors, parce François, que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, hein. Bon, des gens qui cherchent à rentrer à l'intérieur. Si des gens cherchent à rentrer à l'intérieur du jardin, de toute évidence, c'est des gens qui veulent venir à la cérémonie. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un travail au comité, il faut qu'on continue, qu'on réfléchisse à ce sujet-là. Il faut que cette commémoration soit une commémoration, certes, avec tous les officiels, qui vraiment, mais aussi pour les gens. Hein, et être capable de faire une cérémonie qui à la fois compte des officiels, qui soit évidemment sécurisée, mais où tous les officiels, quand on a des ministres, quand on a le président de la République, évidemment tout le monde ne peut pas rentrer comme, mais également faire une cérémonie qui soit pour les gens, qui soit pour tout le monde. Sinon on gagne, si vous voulez, du côté de la petite politique, mais qui est importante, tous les officiels, et la grande politique, c'est les gens. En démocratie, il faut que les gens s'approprient cette cérémonie. Donc c'est peut-être à ça qu'il faut peut-être réfléchir. Alors attention, il y a des cérémonies qui ont lieu ailleurs qu'au Jardin du Luxembourg, dans les municipalités. Il y a une dimension populaire aussi à cette commémoration, mais peut-être qu'un grand événement dans les années qui viennent, ça serait peut-être intéressant que les gens puissent venir. Alors il y avait eu des polémiques sur les concerts, on dit qu'on va faire un concert le jour d'une commémoration sur l'esclavage, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose de populaire qui ne soit pas nécessairement festif. Alors n'oublions pas non plus que cette date s'inscrit dans un moment particulier politique aujourd'hui. Il y a les manifestants de la Bénéfice pour tous qui sont toujours à l'affût d'un déplacement ministériel. Mais là, c'était pas le cas, je pense. C'était pas... Où, François Durper, on doit retrouver les idées qui ont permis l'abolition. Je pense en particulier aux philosophes du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Bien sûr, les philosophes des Lumières ont porté l'idée de liberté, et pas uniquement en France. Ce qui est important, c'est que c'est une histoire qui est une histoire de la mondialisation, l'esclavage. D'abord, une mondialisation tragique et douloureuse, la traite transatlantique. Les bateaux partaient d'Europe, allaient en Afrique, les rafles en Afrique, et puis transporter ce qui était considéré comme de la marchandise aux Amériques pour retourner ensuite en Europe. Donc c'était une première mondialisation, mais une mondialisation tragique qui a donné naissance à des cultures qui, elles, ne sont pas tragiques, qui sont des cultures vivantes, riches, toutes les musiques, toutes les formes d'art littéraire qui sont des musiques qui dominent le monde aujourd'hui, qui sont extrêmement du jazz à toutes les musiques qu'on connaît des Caraïbes.
Et donc il y a cette première chose. Et puis ensuite, le mouvement d'abolition, c'est un mouvement qui est un mouvement des Lumières, et donc il y a un mouvement européen, et qui est un mouvement également américain, notamment le rôle des Quakers aux États-Unis. Et aujourd'hui, on le voit bien, c'est pas une histoire franco-française. La question de l'esclavage, elle se pose dans tous les pays. Alors il y a eu l'UNESCO, hein, d'abord, avec la route de l'esclave dès 1994, et puis on le voit bien aux États-Unis avec ces deux films qui sont sortis coup sur coup à la fin de l'année dernière, celui de Tarantino, Django Unchained, et puis celui de Steven Spielberg sur Abraham Lincoln, et qui montre que aussi aux États-Unis, il y a cette réflexion avec toutes les polémiques qui ont entouré par exemple le film Django Unchained de Tarantino, Spike Lee qui accusait Tarantino d'avoir utilisé le mot nègre dans son film. Alors, on évoquait évidemment, bien sûr, la loi de Christiane Taubira, une loi qui, dans son article 1er, je crois, insiste en particulier sur cette fameuse traite transatlantique. Mais l'esclavage n'est pas que ça. C'est un phénomène planétaire qui touche des millions et des millions de gens et d'êtres humains. Exactement. Dans la loi Taubira, il n'y a pas effectivement que la traite transatlantique. Il ne faut pas oublier déjà la traite orientale. Nos compatriotes réunionnais le savent, il y a eu une traite orientale, des esclaves déportés dans l'océan Indien, et puis il y a une traite antérieure, une traite transsaharienne notamment, antérieure à la traite transatlantique. Et c'est présent dans la loi Taubira, ce n'est pas une occultation des traites pour la seule traite transatlantique, mais qui a la spécificité, la traite transatlantique, d'être une traite longue, mais qui a été commerciale, commerciale et racialisée également. Ça, c'est ce qui a été nouveau, c'est-à-dire qu'il y a eu une idéologisation, une racialisation de la traite. Le noir, l'esclave, était l'inférieur. Il était subhumanisé. Et ça a donné naissance au grand totalitarisme, en quelque sorte, d'abord à la colonisation et ensuite au totalitarisme du XXe siècle. Cette racialisation, elle est née de ce souci de donner un compte. C'est vrai, vous parliez des Lumières tout à l'heure. C'était paradoxal, c'est-à-dire qu'au moment où on posait la liberté, l'égalité en principe, il y avait ce phénomène qui était un phénomène d'inhumanité caractérisé. Et donc il fallait le légitimer. On le légitimait en disant mais les esclaves, ils ne sont pas tout à fait des hommes comme nous. Donc, et de là est partie évidemment toutes les idéologies racistes qu'on a connues au XIXe siècle. Donc vous voyez, c'est une histoire ancienne, mais c'est une histoire qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Je vous arrête, François Durper, regardez le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui accueille, je pense, va accueillir le président de la République. On voit, François Hollande. Arrive. C'est-à-dire que la cérémonie officielle commence à l'instant même. Vous êtes en direct sur les antennes de Public Sénat et de France O. Le président de l'Assemblée nationale, Christiane Taubira, la ministre de la Culture, ministre de l'Outre-mer, Victor Lurel, Georges-Paul Angevin. Dans les ministres, sont le défenseur des droits, Dominique Baudis. Alors peut-être on aurait pu attendre quand même le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, puisque c'est très important. Vous avez la ministre de la Culture qui est là, les trois ministres ultramarins, mais enfin il n'y a pas de raison qu'ils soient particulièrement là plus que les autres, puisqu'on a dit que c'était une mémoire nationale et pas uniquement une mémoire des Outre-mer. Et effectivement, la place dans les manuels scolaires, notamment dans les programmes, je pense que c'est important que le ministre de l'Éducation nationale soit présent. Mais peut-être que son agenda lui a interdit, ou peut-être dans une autre commémoration d'ailleurs. Alors cette image, on commence à la connaître, un président de la République, on se souvient de Jacques Chirac, on l'évoquait, on se souvient de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, François Hollande qui remonte cette allée du Jardin du Luxembourg vers ce cri qui, je vous le rappelle, a été une statue qu'a voulu Jacques Chirac, une statue qui est, pour l'anecdote, la première statue contemporaine qui a été érigée ici au Jardin du Luxembourg et qui symbolise non seulement l'esclavage, la tragédie que a pu engendrer cet esclavage, mais également l'abolition de l'esclavage. Une statue, un monument tourné également vers l'avenir, comme le disait le sculpteur de cette statue. L'esclavage, c'est également l'esclavage moderne, et il ne faut pas l'oublier lorsqu'on regarde l'exposition qui a lieu en ce moment même
dans les jardins de Luxembourg, eh bien, le chiffre de 250 millions d'esclaves aujourd'hui dans le monde qui existent peut faire frémir. Et si c'est une dimension importante de la loi, c'est-à-dire c'est une loi qui commémore un passé, mais qui est aussi une occasion de rappeler qu'il y a aujourd'hui des esclaves. Alors, on ne parle pas d'esclaves, souvent on parle d'esclavage moderne, je préfère esclavage contemporain parce que, alors on va... C'est le moment de recueillement du président de la République. Vous venez de la Réunion? Là, et toi? Bonjour. Et toi, tu viens d'où? Mais d'où? De quelle ville? Paris, voilà, plaisir. Et toi? Oui, Côte-Bec. Toi aussi? Voilà le président qui lit la stèle devant qui la a été stèle. érigée il y a quelques années ici même. dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui rappelle le rôle des esclaves dans l'élaboration des droits de l'homme. Alors beaucoup d'enfants dans ce jardin, ils viennent de l'île de la Réunion, ils viennent de l'école André Mauroy d'Elbeuf, c'est en Seine-Maritime, ils viennent encore du collège Jean-Yves Cousteau, également du côté d'Elbeuf, toujours en Seine-Maritime, et évidemment beaucoup de représentants d'associations, beaucoup de représentants de ce monde ultramarin. Et c'est à ce moment même que le président de la République va rejoindre Luc Saint-Éloi. C'est lui qui est à l'origine de l'exposition qui est aujourd'hui érigée dans l'ensemble du jardin du Luxembourg. Alors, Luc Saint-Éloi va faire visiter François. Il a un micro-cravate normalement. Vous accueillir autour de cette exposition intitulée Les échos de la mémoire. Nous avons une trentaine de panneaux qui retracent cette mémoire qu'on veut partager par le plus grand nombre. Et ce sont des panneaux symboliquement accrochés à des tonneaux, à des barriques. Il y a là-bas, sur tout le plateau Saint-Michel, 26 panneaux sonores. Et puis ici, simplement 4 panneaux muets, mais qui illustrent un peu l'historique de la journée du 10 mai. Cette exposition, Les échos de la mémoire, c'est une exposition qu'on dédie à la mémoire d'Aimé Césaire dans le cadre du 100e anniversaire de sa naissance. Donc avec quelques réflexions qu'il adresse à Toussaint Louverture, à l'abbé Grégoire, à Victor Schellcher. Il y a également 2 panneaux sur l'historique de la loi Taubira, la loi reconnaissant la traite négrière, crime contre l'humanité. Il y a un historique sur la journée du 10 mai. Et puis un panneau sur mon choix artistique, le choix de l'historien Godwin Tété, qui est un historien togolais. C'est un choix qui s'explique ici, de façon à ce que tous les visiteurs, les promeneurs en sachent un maximum sur l'esthétique et le choix des barriques. Alors je vais vous conduire, si vous le permettez, vers le premier panneau sonore. Vous remarquerez que chaque panneau est constitué d'un module. Il s'agit de l'adaptation de la série radiophonique qui est diffusée en ce moment sur tout le réseau Outre-mer. Chaque panneau donc est équipé d'un bouton poussoir qui permet aux visiteurs, sur un simple appui, de fonctionner à volonté le module sonore. Ainsi, chaque module contient un épisode des 26 épisodes du feuilleton dramatique qu'on écoute sur le réseau Outre-mer. Et puis, on a quelque chose d'innovant sur le panneau, il y a le flash code. Ça veut dire que si on est équipé du smartphone, il suffit de flasher grâce à l'application et on peut aller avec un lien sur le serveur écouter les modules sonores. Alors, si nous ne sommes pas présents dans le jardin du Luxembourg, et il est aussi possible pour nous, grâce au lien et au site www.leséchosdelamémoire.com, d'être parmi nous au Jardin du Luxembourg. Qu'on soit aux Antilles, à Nantes ou ailleurs, on peut visiter les modules et les écouter sur le site. Alors moi, je vais vous proposer d'inaugurer. Ça donne envie. D'entendre et de voir. Alors peut-être avez-vous bien appuyé Je refais, au milieu. Ah oui, oui. On lâche. Alors ça c'est magique, Monsieur le Président de la République. À la mémoire. Je vais vous donner un
les innombrables victimes de la traite négrière et de l'esclavage. Traite et esclavage, deux concepts. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par traite et esclavage? Dans la vie quotidienne, on a tendance à confondre, à identifier ces deux concepts. Mais, à la vérité, ces deux notions n'ont pas la même signification. Elles ne coïncident pas nécessairement et toujours. La traite, c'est le commerce, le négoce, le trafic, l'échange d'un être humain comme une chose, un animal, une marchandise quelconque. L'esclavage, lui, veut dire la réduction d'une personne en servitude, en bête de somme corvéable et taillable à merci. Sa transformation en un bien meuble, vendable et revendable, un bien sur lequel le propriétaire jouit d'un droit absolu de vie et de mort. S'agissant de la traite et de l'esclavage négrier européen, nous pouvons globalement confondre les deux pratiques qui sont allées de pair, qui ont coïncidé, la première débouchant sur la seconde, les deux se nourrissant l'une de l'autre. Selon l'époque historique et les protagonistes concernés et l'espace géographique couvert, on distingue premièrement les traites et l'esclavage antique en Égypte, Athènes, Rome, Carthage, Mésopotamie, etc. Deuxièmement, les traites et l'esclavage arabo-musulman allant du milieu du 7e siècle au début du 15e siècle à travers le Sahara, via le Maghreb, l'Égypte, la Libye et le Moyen-Orient, et à travers l'océan Indien via Zanzibar et Pamba. Et puis troisièmement, la traite et l'esclavage européen ou transatlantique, ou encore le trafic triangulaire Europe, Afrique, Amérique, Europe, des années 1450 à la fin du 19e siècle. Nous allons donc vous conter cet infâme trafic européen transatlantique. Chaque module, on apprend la page d'histoire peut-être un peu trop méconnue. Oui, c'est vrai. Et en 26 épisodes, qu'on soit en famille ou tout simplement en solitude, on apprend l'histoire. Et donc les 26 modules sont ainsi répartis sur tout le plateau Saint-Michel. Et chacun peut découvrir l'histoire à sa guise. Qu'est-ce qui va devenir après cette exposition Alors nous souhaitons, en tout cas, il y a déjà une première nouvelle. C'est une exclusivité pour vous, Monsieur le Président de la République. On va prolonger notre exposition. Alors je veux juste vous indiquer le deuxième panneau. Ça c'est le deuxième et tout le long vous en avez. Tentez quand même le deuxième. Alors j'espère. Alors. Restez sur cette impression. Ah. Donc j'ai bien communiqué le mode d'emploi. De la traite négrière et de l'esclavage. Et donc ensuite nous souhaitons la faire tourner. Les origines. Avec son goût bien prononcé pour les mythologies mystificatrices, l'européocentrisme nous a appris que Christophe Colomb découvrit l'Amérique en 1492. Mais, et les Amérindiens, originaires d'Asie qui, par le détroit de Bering, arrivèrent sur les lieux des milliers d'années avant notre illustre navigateur-découvreur. De récentes recherches affirment que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Des Noirs ont débarqué sur ce continent bien avant. Il fallait avoir cette information. Absolument. Et donc vous avez donc par là toute une série et tout le long, là, sur tout le plateau Saint-Michel, le reste des panneaux sonores. Et comme ça, la bonne nouvelle, c'est que nous allons prolonger l'exposition d'une semaine jusqu'au 21 de la semaine prochaine, 21 mai. À la demande notamment des professeurs. Des professeurs qui étaient dans le parc. Alors je vous conduis vers la suite des panneaux. Voilà. Je crois que... Voilà. Monsieur Bertolone. Voilà, si vous suivez en direct la visite du président de la République François Hollande de cette exposition signée Luc Saint-Éloi. Alors si vous avez la chance d'être à Paris, si vous avez la chance de pouvoir suivre ce parcours, eh bien venez, vous y apprendrez beaucoup de choses sur cette mémoire, sur cette histoire, parfois compliquée, on l'a dit à l'instant avec François Durper de l'esclavage et de son abolition. François Hollande qui, toujours entouré des deux présidents du Parlement, Jean-Pierre Bel pour le Sénat, Claude Barthelone pour l'Assemblée nationale, eh bien, se dirige maintenant devant le kiosque du Jardin du Luxembourg. C'est là que le président de la République va prendre la parole. C'est la première fois, je le rappelle, que François Hollande prend la parole très officiellement à l'occasion de cette journée du 10 mai
journée, je vous le rappelle, de commémoration nationale de la mémoire de l'esclavage et de son abolition. Un propos présidentiel qui va être précédé de quelques mots de bienvenue du président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Défenseur des droits, Monsieur le Président de la délégation du Sénat à l'Outre-mer, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Madame la Présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs, il y a 12 ans, le Sénat votait à l'unanimité la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Issue d'une proposition de loi de Christiane Taubira, soutenue également par des associations, des élus et des chercheurs, ce texte reconnaît que la traite et l'esclavage perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. La loi a ainsi ouvert une nouvelle étape dans le rapport de notre pays à son passé colonial. Un mouvement s'est engagé pour accorder davantage de place à la traite négrière et à l'esclavage dans la recherche et dans l'enseignement. Peu à peu, la mémoire de ce passé s'est inscrite dans l'espace public. En accueillant chaque année dans ce jardin la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, le Sénat de la République entend contribuer à la reconnaissance de ce passé et au partage des mémoires. Je dirais même que c'est une préoccupation naturelle pour une assemblée qui a compté dans ses rangs Victor Schœlcher et qui a eu pour président un Guyanais descendant d'esclaves affranchis, Gaston Monnerville. Il s'agit en ce 10 mai de nous rassembler pour évoquer ensemble cette histoire commune, non pas pour faire de cette histoire simplement un objet de recherche, même si ce travail est indispensable. Il appartient aux chercheurs qui ont produit des travaux passionnants ces dernières années, mais pour apprendre, pour échanger, pour tirer des leçons de ce passé qui est une part essentielle de l'histoire des Outre-mer et donc de notre histoire. L'oubli offense, écrivait Édouard Glissant, et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette offense. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. L'exposition que vous venez d'inaugurer, Monsieur le Président de la République, et que les visiteurs du Jardin du Luxembourg vont pouvoir s'approprier au cours des prochains jours, a né un nouveau témoignage. En rappelant de façon pédagogique et accessible les grandes étapes du combat pour l'abolition de l'esclavage, en évoquant ceux qui ont mené ce combat, elle nous amène à nous interroger sur les mécanismes qui ont permis, pendant 4 siècles, la forme la plus brutale d'exploitation de l'homme par l'homme. Elle nous invite à saluer le courage et la force exemplaire de ceux qui ont lutté pour y mettre fin. Cette exposition, conçue par Luc Saint-Éloi, est dédiée à Aimé Césaire. Pour ce grand poète et homme politique, né il y a un siècle, l'esclavage ne se réduisait pas à un commerce et à une pratique barbare limitée dans le temps. Il en a analysé les ressorts profonds. Il a dénoncé l'esprit de supériorité, le système qui avait rendu possible cet attentat contre la dignité humaine. La charge implacable qu'il assène dans son discours sur le colonialisme garde aujourd'hui toute sa force. Aimé Césaire disait en 1948, lors du centenaire de l'abolition de l'esclavage, que cette date, et je le cite, fut à la fois immense et insuffisante. Immense parce qu'elle a ouvert aux esclaves et à leurs descendants la voie de la liberté. Insuffisante car l'abolition n'avait pas supprimé la société coloniale. Car après l'abolition, il y eut encore les inégalités et les discriminations. Il y eut aussi la lutte pour l'égalité des droits,
pour la reconnaissance de l'identité et de la culture des descendants de ceux dont l'identité était niée et dont la culture était piétinée. En exprimant cette réalité historique, Aimé Césaire nous a montré le chemin de la mémoire qui réconcilie, de la lucidité qui porte à la justice et à la fraternité. Ce qui est fondamental, disait-il, c'est l'humanisme, l'homme, le respect dû à l'homme, le respect de la dignité humaine, le droit au développement de l'homme. Le Sénat est particulièrement fier d'accueillir dans son jardin une exposition qui porte ce message et qui n'est qu'à l'orée de son parcours. Monsieur le Président de la République, votre présence nous honore et donne à cette cérémonie tout son sens. Elle est en effet le signe d'un pays qui regarde l'histoire en face pour mieux se rassembler, pour s'ouvrir au monde et pour affronter avec confiance les défis de l'avenir. Votre présence honore cette histoire. Je vous en remercie. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Défenseur des droits, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la Présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, Mesdames, Messieurs et jeunes enfants, nous sommes le 10 mai. Et le 10 mai, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Pourquoi cette date, le 10 mai? Parce que c'est ce jour-là que fut adoptée à l'unanimité par le Sénat en 2001 la loi dite Taubira. Et je salue ici la présence de la garde des Sceaux. Pour la première fois, en effet, la République reconnaissait la réalité de l'esclavage et la considérait pour ce qu'elle était et est encore un crime contre l'humanité. Depuis 2006, chaque 10 mai est organisée ici même une cérémonie pour que rien ne puisse être oublié, jamais. Rien de ce que fut la tragédie de l'esclavage, mais rien non plus du combat, du beau combat pour son abolition. Je sais bien que d'autres dates servent également de point de repère, et je veux les évoquer. Dans chaque outre-mer, chaque territoire a un moment, son lieu et sa date de recueillement. Le 27 avril, c'est à Mayotte. Le 22 mai, c'est en Martinique. Le 27 mai, en Guadeloupe. Le 10 juin, en Guyane. Et le 20 décembre, à La Réunion. Et puis, il y a le 23 mai. C'est la journée des victimes de l'esclavage. Le moment où ils sont et elles sont honorés. Cette année, Victorin Lurel, le ministre de l'Outre-mer, représentera la République à l'inauguration de 2 monuments, l'un à Sarcelles, l'autre à Saint-Denis. Ces œuvres sont le fruit des efforts du comité de la marche du 23 mai, animé par Serge Romana, et qui permet à de nombreux Antillais de retrouver la trace de leurs ancêtres africains, de retrouver l'origine de leur nom, puisqu'ils en avaient été privés, comme pour mieux nier leur existence. Je veux saluer le travail de tous ces artisans de la mémoire qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre
de mieux savoir et surtout de mieux transmettre. Ainsi, merci Luc Saint-Éloi d'avoir conçu cette belle exposition, visuelle et sonore, qui, je le sais, sera prolongée d'une semaine. Vous m'en avez fait l'annonce, pour que davantage encore de scolaires puissent venir ici apprendre et comprendre. Je veux saluer les membres du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage qui aident notre pays à se souvenir, à se rappeler ce que fut la traite négrière. La traite, c'est-à-dire une déportation en masse qui a duré plusieurs siècles et à l'échelle de plusieurs continents. La traite, cette monstrueuse entreprise qui a considéré qu'un être humain, à cause de la couleur de sa peau, pouvait être réduit en animal, en marchandise. La traite, cet outrage fait par la France, à son propre honneur, à sa grandeur, avec le Code noir de 1685 qui ravalait les esclaves au rang de biens meubles. Mais ce n'est pas tant cette blessure profonde qui est rappelée aujourd'hui que la longue lutte qui a permis de s'affranchir de l'outrage. Ce grand mouvement où se rencontrent à la fois des esprits lumineux dans l'Hexagone, mais aussi ces militants, ces acteurs, ces héros, glorieux ou anonymes, tous à l'ouverture, précurseurs universels, mais tant d'autres, esclaves, encore, mais déjà libres, libres de combattre, libres de lutter et libres de devenir libres, enfin. Oui, je veux mentionner ici des lieux de mémoire. D'abord, en Outre-mer, le mémorial martiniquais du Cap 110 au Diamant, qui rend hommage aux milliers d'esclaves morts pendant la traversée des océans. Ce voyage qui a été si bien décrit par Patrick Chamoiseau dans le film Le passage du milieu. Il y a aussi à La Réunion le cimetière des esclaves de Saint-Louis. J'y suis allé, qui accueille ceux qui n'ont trouvé la liberté que dans la mort. Il y a aussi en Guadeloupe le boulevard des héros aux abîmes, qui célèbre le sacrifice des esclaves pour leur libération, Delgrès Ignace et la mulâtresse Solitude. Et à Pointe-à-Pitre va se réaliser un projet emblématique, le Memorial Act. Il se dressera sur le site de l'ancienne usine sucrière de Darboussier et sera le centre le plus important au monde consacré au souvenir de la traite et de l'esclavage. Cette œuvre de réconciliation, ce geste de paix, ce projet était jusqu'à présent porté par la seule région Guadeloupe. J'ai décidé que l'État apporterait sa contribution à cette réalisation qui rayonnera dans toute la Caraïbe et même bien au-delà. Mais ici, dans l'Hexagone, nous avons aussi nos évocations. Nous avons aussi ces lieux de lutte. Je pense à Champagné en Haute-Saône, qui fait écho à la voix des paysans de France qui surent s'élever dès 1789 contre l'esclavage. À Champagné, ils avaient ajouté à leur cahier de doléances, c'était l'article 29, la disposition suivante, qui leur fait honneur et surtout à leurs descendants. Les habitants et communautés de Champagné ne peuvent penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies sans avoir le cœur pénétré
de la plus vive douleur. Voilà pourquoi, de génération en génération, à Champagney, il y a cette évocation de l'esclavage et la création en 1971 de la Maison de la Négritude. Je pense aussi à une autre commune, à Chamblanc, en Haute-Côte-d'Or, où se trouve la maison d'Anne-Marie Javoué, qui libéra 147 esclaves à Mana, en Guyane, et dont le souvenir est aujourd'hui symbolisé par 147 arbres plantés dans la forêt de la mémoire. Je pense enfin à Nantes, qui se mobilisa en souvenir de ce que fut un lieu de départ, ou un lieu où il y avait tant de misère, avec le mémorial de l'abolition de l'esclavage, inauguré en mars 2012 par le maire de l'époque, Jean-Marc Ayrault. L'histoire doit être rappelée toujours. Elle est l'œuvre commune, cette histoire de l'abolition de l'esclavage, d'humanistes blancs qui ont mis longtemps à comprendre. L'abbé Grégoire, qui très tôt dénonça l'esclavage, puis Victor Schœlcher. Mais s'il y a eu des humanistes blancs qui ont permis l'abolition de l'esclavage, il y a eu tant d'esclaves qui ont résisté, qui ont contribué à leur propre émancipation. Et les uns et les autres, ensemble, ont pris leur part dans l'abolition de l'esclavage. Ils ont permis que la République puisse se confondre avec l'abolition. Car ne l'oublions jamais, c'est la République qui est née dans le combat contre l'esclavage. Et c'est la République qui a fait l'abolition de l'esclavage en 1794, première République. Et puis en 1848, avril 48, seconde République, qui permit enfin l'abolition de l'esclavage, mais pas de la colonisation. Notre responsabilité, c'est de donner un avenir à cette mémoire, à notre mémoire, à regarder vers demain, plus encore que vers hier, et, comme l'a fait le président du Sénat, nous rappeler les messages d'Aimé Césaire, dont nous célébrerons dans un mois le centenaire de la naissance. Le premier de ces messages, c'est l'impossible réparation. Je sais qu'un certain nombre de voix, depuis longtemps, la réclament, et que leur répondait Aimé Césaire. Ce qui a été, a été. Et il ajoutait, il y aurait une note à payer, à acquitter, puis ça serait fini? Non, répondit-il, ça ne sera jamais réglé, parce que l'histoire ne s'efface jamais. On ne la gomme pas. Elle ne peut pas faire l'objet de transactions au terme d'une comptabilité qui serait en tout point impossible à établir. Alors le seul choix possible, le plus digne, le plus grand, le plus responsable, c'est celui de la mémoire, c'est la vigilance, c'est la transmission. Je n'oublie pas non plus l'avertissement d'Aimé Césaire. Si l'esclavage a disparu, la haine, le mépris qui l'ont rendu possible sont eux toujours là. Le racisme est là, et lui, il n'est pas mort. Il prend d'autres formes, d'autres visages, s'attaque à d'autres personnes, mais il doit toujours être combattu sans répit, sans faiblesse, sans silence, comme doit être poursuivie toute discrimination fondée sur l'origine ou la couleur de peau, parce que la discrimination, c'est un poison contre l'égalité. Enfin, la liberté, cette liberté que nous chérissons tous, ce n'est pas un don de la nature, ce n'est pas un acquis de la civilisation, c'est un apprentissage,
c'est une conquête, une victoire jamais achevée. La liberté, c'est notre propre responsabilité. Responsabilité des peuples, responsabilité de chacun d'entre nous. Savoir en être digne, savoir se battre pour elle au nom du progrès de l'humanité et ne pas oublier que notre liberté n'est pas simplement celle de la France, de l'Hexagone, des Outre-mer, celle de l'Europe. La liberté, c'est aussi la solidarité avec l'Afrique, parce que la traite nous renvoie à la dette souscrite à l'égard de ce continent. Nous savons la part funeste prise par la France à une certaine époque dans l'exploitation des terres d'Afrique, soumise à ce négoce barbare qui mit des hommes, des femmes, des enfants au fond d'une cale pour être transportés là où l'exploitation indigne de leur travail réclamait de les déposer. J'ai tenu le 12 octobre dernier à rendre hommage à ces victimes sur l'île de Gorée, à la Maison des Esclaves, au Sénégal, près de Dakar. Je me suis incliné au nom de la France en souvenir de ces êtres humains qui entendaient le rester face à ceux qui ne l'étaient déjà plus et qui les emportaient loin de leur terre de naissance. Je sais aussi ce que notre République doit au sacrifice de milliers d'Africains venus le libérer. Et aujourd'hui, au nom de cette solidarité, nous sommes aussi présents au Mali pour lutter contre l'intolérance, le fanatisme et la terreur. Nous payons aussi notre dette en envoyant nos soldats. Mesdames et messieurs, le 10 mai, c'est aussi le souvenir de nous rassembler autour de nos valeurs essentielles, celles de la République. La France, elle est consciente de son histoire. Elle la regarde franchement pour la dépasser sans jamais rien effacer. Elle sait que c'est la condition pour son unité. Mais la France, et je vous regarde, elle est fière de sa diversité, de l'Hexagone, des Outre-mer. Tous les citoyens, à travers leur identité, leur singularité, leur parcours, leurs origines, sont bien plus que des héritiers d'une histoire. Ils sont, vous êtes, les bâtisseurs de notre avenir. Car j'en suis sûr, c'est la paix des mémoires réconciliées et non l'oubli qui permettra à la France d'être plus forte pour relever les défis de demain. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, d'y contribuer, chacun à votre place, pour la République et pour la France. Voilà le président de la République François Hollande qui vient d'achever son discours, un discours attendu ici même dans les jardins du Luxembourg à l'occasion de cette journée du 10 mai de commémoration de la mémoire de l'esclavage et de son abolition. Le président de la République qui a fait œuvre de pédagogie en rappelant en particulier les différentes dates de commémoration, les différents sites, les différents monuments, les différents centres qui se construisent un peu partout à travers l'Hexagone et les territoires ultramarins, en particulier le futur centre du souvenir qui sera installé à Pointe-à-Pitre, qui sera, a dit le chef de l'État, un véritable geste de paix. Un centre auquel participera l'État, c'est l'une des annonces du président de la République François Hollande. Mais on retiendra de ce discours ce terme d'impossible réparation.
En effet, depuis quelque temps, des voix s'élèvent. On en reparlera sur ce plateau à propos de l'ouverture d'un dossier extrêmement sensible, celui des réparations pour ces descendants d'esclaves. Ils sont extrêmement nombreux. Impossible réparation, a dit le chef de l'État, citant en ce sens le poète Aimé Césaire. L'histoire ne peut faire l'objet de transactions, a-t-il rappelé, insistant au contraire sur la paix des mémoires réconciliées. Bref, un appel du chef de l'État à l'unité, à la cohésion nationale. On l'évoquait il y a quelques minutes à peine avec l'historien François Durper, le chef de l'État, le président de la République, qui s'attarde maintenant auprès des très nombreux invités présents ici dans le jardin de Luxembourg. Le chef de l'État qui a été applaudi à plusieurs reprises pendant son discours, applaudissements en particulier, vous l'avez entendu en direct sur les antennes de Public Sénat et de France O à l'occasion par exemple de l'intervention française au Mali. Autres personnes également très applaudi, vous l'avez entendu au début du discours de François Hollande, Christiane Taubira, la garde des Sceaux, celle qui était il y a plus d'une dizaine d'années députée de la Guyane, Christiane Taubira qui, vous le savez, a porté cette loi considérant l'esclavage comme désormais un crime contre l'humanité. Christiane Taubira, aujourd'hui garde des Sceaux, qui est bien évidemment présente ici à l'occasion de cette commémoration. Le président de la République, vous le voyez, on le prend en photo, il signe des autographes, il prend le temps d'aller au contact de cette population ultramarine très présente aujourd'hui dans les allées et autour de ce kiosque du jardin du Luxembourg. Le chef de l'État qui devrait accorder quelques mots, une courte interview à notre consoeur Nadia Lacroix, qui devrait l'accueillir d'ici quelques minutes maintenant à proximité de ce kiosque où se concentre, j'allais dire, l'ensemble des communautés. Regardez cette image, François Hollande qui sourit en allant serrer le maximum de mains, porter son message, le message, je vous rappelle, de cette paix des mémoires réconciliées, l'une des phrases du discours du président de la République il y a quelques minutes à peine ici. Préalablement, eh bien, vous avez pu entendre le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui accueillait le chef de l'État, le président de la République, Jean-Pierre Bel, qui a rappelé, entre autres, et ces deux discours d'ailleurs étaient extrêmement pédagogiques à destination, entre autres, des nombreux enfants, on en a parlé tout à l'heure, présents ici même au cours de cette cérémonie. On les entend d'ailleurs, les enfants, beaucoup de joie, beaucoup de sourires autour de moi, autour du président de la République, François Hollande. La mémoire qui réconcilie, là encore, le maître mot des propos et de l'intervention du président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Cette mémoire qui réconcilie, cette mémoire signe d'un pays, je le cite Jean-Pierre Bel, d'un pays qui regarde l'histoire en face. On retrouve presque dans ses propos les propres mots, les propres termes du discours il y a presque une dizaine d'années maintenant du président Jacques Chirac, qui avait insisté également sur cette nécessaire réconciliation, sur ces commémorations du 10 mai qui doivent gommer, qui doivent en tout cas sceller une certaine cohésion, une certaine unité nationale autour de cette mémoire contre l'esclavage, autour de cette mémoire de l'abolition de l'esclavage. Le chef de l'État qui prend tout son temps, vous le voyez sur ces images, aller au contact des mains qui se tendent vers lui dans ce jardin du Luxembourg où, je dois le dire, le soleil et la chaleur ont beaucoup de mal à percer ce matin. Il n'empêche, la chaleur et les sourires sont dans les cœurs ce matin à l'occasion de cette manifestation, de cette commémoration. Une commémoration
nationale. Alors le président de la République l'a rappelé, il y a bien d'autres commémorations. On en a fait la liste tout à l'heure avec François Durper, notre invité. Des commémorations à travers l'ensemble des territoires ultramarins, des commémorations à des dates diverses, à des dates changeantes en fonction, bien entendu, de l'histoire particulière de tous ces territoires. Ils sont nombreux qui ont été affectés par l'esclavage. Ici, le chanteur Manu Dibango qui est toujours présent presque à l'occasion de ces commémorations. Sans doute viendra-t-il nous dire quelques mots tout à l'heure sur le plateau de France O et Public Sénat. Nous serons bien entendu en direct. Également ce rappel du chef de l'État pendant son discours de ce fameux comité de la marche du 23 mai. On l'évoquait également. François Durper nous rappelait que cette grande marche qui avait rassemblé dans les rues de Paris près de 50 000 personnes, cette marche considérable à l'époque, qui, on le rappelait également pour l'anecdote, avait lieu en pleine phase de la Coupe du Monde de football et qui à l'époque était passée presque inaperçue, en tout cas n'avait pas eu peut-être la visibilité qu'elle aurait dû avoir. Cette marche qui a été à l'origine de ce mouvement qui a abouti quelques années plus tard à la discussion au dépôt de ce fameux texte porté par Christiane Taubira, qui a trouvé son aboutissement ici au Parlement, ou plus exactement ici au Sénat, avec ce vote à l'unanimité, un vote qui a rassemblé à l'époque l'ensemble de la classe politique, un vote parfaitement symbolique de ce que doit être aujourd'hui cette date du 10 mai, une date de réconciliation. Le président de la République l'a rappelé tout à l'heure, une date de paix pour la mémoire, une date qui doit aussi aller bien au-delà de cette simple commémoration de l'abolition de la peine de mort, mais une date qui doit également faire écho à l'ensemble des luttes contre le racisme et l'intolérance. François Hollande l'a rappelé il y a quelques minutes, à quelques mètres de ce studio, sous le kiosque du Jardin du Luxembourg. François Hollande, le président de la République, il ne devrait pas tarder maintenant à rencontrer le micro de Nadia Lacroix, notre consoeur de France O, qui devrait accueillir le chef de l'État d'ici peu, puisque, en attendant que François Hollande réponde à quelques autres confrères, ils sont extrêmement nombreux ce matin. La presse, les médias, qui, faut-il le rappeler, font également partie de cette loi de Christiane Taubira, une loi qui spécifie que les médias en général, la presse, eh bien, doit participer à ce travail autour de la mémoire, autour de ce que fut cette tragédie de l'esclavage qui a concerné, faut-il le rappeler, à travers la planète des millions et des millions d'individus. Une loi qui donc spécifie que les médias doivent prendre part, toute leur part, dans cette pédagogie de l'histoire, dans cette pédagogie d'une histoire longtemps occultée, longtemps oubliée, et qui parfois reste un petit peu la parente pauvre. En tout cas, ce n'est plus le cas lorsqu'on regarde ces images avec l'accueil rencontré ici par le chef de l'État autour des populations ultramarines. Et j'ai le grand plaisir de recevoir Dominique Baudis. Prenez un micro, Dominique Baudis. Regardez ces images, des images presque de réconciliation. Hein. C'est un petit peu l'un des maîtres mots de cette cérémonie du 10 mai. Je rappelle que vous êtes le défenseur des droits. On a évoqué l'exposition qui a lieu en ce moment dans les jardins du Luxembourg. Il y a un panneau qui fait état de l'esclavage moderne, avec un chiffre terrifiant qui est issu des chiffres du Bureau international du travail, qui indique que 250 millions d'individus dans le monde sont aujourd'hui concernés par l'esclavage moderne. C'est un dossier à coup sûr qui intéresse le défenseur des droits que vous êtes. Bien sûr. Alors, les pouvoirs du défenseur des droits ne s'exercent qu'à l'intérieur des frontières de notre pays. Bien entendu. Mais je suis en relation avec mes homologues d'autres pays
Et nous sommes évidemment très préoccupés par la situation de certains États où des pratiques modernes d'esclavage perdurent. Des personnes qui travaillent sans limitation de temps, sans salaire, en échange d'une nourriture basique et d'un endroit pour s'allonger le soir. Oui. Combien de pays on a bien vu de ce qui vient de se passer d'ailleurs au Bangladesh, où près d'un millier de personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble. Elles travaillaient dans des conditions proches de celles de l'esclavage. Et pourtant, elles travaillaient pour, entre autres, des marques françaises, en tout cas internationales, bien connues. Nous avons une part de responsabilité. Est-ce que ce type d'esclavage moderne existe aujourd'hui en France et la suit? Oui, il existe en France, mais bon, pas sur l'échelle et avec la gravité de ce que je viens de décrire. Comment entendez-vous ouvrir ces dossiers, les faire mieux connaître pour mieux les combattre finalement? Il est certain que par des temps difficiles comme ceux que nous vivons, les personnes les plus fragiles, les personnes les plus vulnérables sont celles qui souffrent le plus. Ce sont celles sur lesquelles la société, oublieuse de certains des principes sur lesquels elle est fondée, a tendance à s'acharner. Est-ce qu'aujourd'hui, le défenseur des droits, vous êtes a les moyens, a les pouvoirs de faire bouger les choses sur ces dossiers de plus en plus sensibles? Oui, en travaillant avec des associations, en travaillant en relation avec la justice et en essayant d'intervenir à chaque fois que nous sommes saisis et alertés sur une situation qui peut être relativement peu grave, un dysfonctionnement de l'administration, mais qui peut aussi être une discrimination ou un mépris total des droits de la personne. Merci beaucoup Dominique Baudis d'avoir été avec nous. Un mot peut-être sur les propos du chef de l'État, le discours de François Hollande, que vous avez suivi comme beaucoup ici avec beaucoup d'attention. Oui, il a rappelé qu'il y a déjà près de 15 ans, les parlementaires français, à l'unanimité, ont voté cette loi de mémoire à l'initiative de Mme Taubira, qui était membre du Parlement à l'époque, à l'unanimité. Et c'est donc important, c'est-à-dire que tous les courants politiques de notre pays se sont retrouvés. Et c'est assez rare pour être souligné. Oui, absolument. Et sur un sujet d'une telle importance, voilà, c'était utile de le rappeler. En revanche, le chef de l'État a fermé la porte à toute idée de réparation, en citant Aimé Césaire. Oui, en citant Aimé Césaire, qui disait seule la mémoire vivante de ce qu'a été l'esclavage peut constituer une réparation. Il n'y a pas de réparation matérielle, parce que réparation matérielle signifierait qu'on s'exonère de toute responsabilité en payant. La mémoire, au contraire, c'est une réparation qui est apportée durablement à travers le temps, à travers les générations. Et c'est ce que signifie cette commémoration du 10 mai. Merci beaucoup encore Dominique Baudis d'être passé sur les studios de Public Sénat et de France O. Regardez ces images. Visiblement, François Hollande a envie de s'attarder. Et on peut le comprendre. Ici, au Jardin du Luxembourg, vous allez laisser la place, Dominique Baudis, à Serge Larcher, qui va pas tarder à nous rejoindre. Et ben voilà, il passe devant la caméra et je lui tends tout de suite le micro. Merci beaucoup d'être avec nous, Serge Larcher. Je rappelle que vous présidez la délégation à l'outre-mer ici au Sénat. Vous avez le sourire et beaucoup de gens ont le sourire aujourd'hui à l'occasion de ce 10 mai 2013 ici dans les Jardins du Luxembourg. Tout à fait, je crois que les propos du président allaient directement à notre cœur. Et je dois rappeler aujourd'hui que le président a évoqué quelque chose qui m'est très cher en particulier. Nous avons créé, quand j'étais maire de la commune du Diamant, nous avons créé un lieu de mémoire dédié à la traite négrière, c'est le Cap 110, et le président en a parlé aujourd'hui. Vous pensez bien que l'ancien maire du Diamant, qui est à l'origine de cette opération, en fait, de l'élaboration de ce lieu-là, ne pouvait être que très fier et très content pour les Diamantinois. Et l'État va mettre l'argent à la poche, si j'ai bien compris. L'État a mis l'argent déjà à la poche, mais c'est surtout les Diamantinois qui s'étaient mobilisés pour construire ce lieu de mémoire à l'époque. Et c'est d'abord les deniers de la commune qui ont financé. Alors dites-nous à quoi va ressembler, à quoi va servir un tel lieu de mémoire. François Hollande en a énuméré un certain nombre. C'est très important qu'il faut placer sur, à manière de petits poussets, des petits points qui permettent aux gens de faire ce travail de
de ressourcement, revenir à leur mémoire, à leur histoire, en quelque sorte. Pas la mémoire, quelque chose de subjectif. Finalement, la mémoire ne retient que ce qu'elle veut bien retenir. Mais ça, c'est l'histoire, comme le disait Césaire, et faire revenir, se réapproprier son histoire pour assurer pleinement son identité actuellement dans le monde dans lequel nous vivons.